On reçoit aujourd'hui une artiste un peu spéciale dans le contexte du Montreux Comédie Festival. Ça vous fait sourire déjà? Oui. Parce que entre musique, comédie, danse et même l'écriture qui pourrait verser ce soir dans un humour de gala, notre invitée est une grande passionnée des comédies musicales et ça tombe bien, c'est tout le propos du gala de ce soir au Stravinsky. Vous êtes bien sur le podcast de la multimédia.info. Carmen Maria Vega, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez 38 ans, vous êtes né à Guatemala Ciudad, Absolument. au Guatemala. Avant d'aborder toute la richesse qui façonne votre personne et l'artiste que vous êtes sur scène, un petit mot sur vous. Votre histoire de vie touche énormément de monde. Votre arrivée en France est faite dans des conditions que d'aucuns qualifieraient de dramatiques. Je sais que c'est une histoire que vous avez révélée avec beaucoup de courage dans votre album Santa Maria, paru en 2017, et plus précisément dans le premier titre intitulé Le Grand Secret. Est-ce que c'est une histoire auquel on peut parler, que vous abordez avec beaucoup de légèreté ou que il y a encore des zones d'ombre là-dedans? Oh non, on peut en parler absolument. Il y a des zones d'ombre, comme dans toute histoire d'adoption illégale, notamment un père qu'il faut encore aller chercher, mais j'ai un peu la flemme. Mais en tout cas, non, maintenant, le travail d'introspection et de digestion est fait. C'est ce qui fait que j'ai pu parler à travers ce disque et à travers un livre qui est paru chez Flammarion. J'imagine que Justement, vous alliez m'en parler. J'allais en parler justement. Alors on va le raconter brièvement. Vous êtes né donc au Guatemala. À l'âge de 7 mois, vous avez été enlevé par des trafiquants d'enfants. 9 mois, pardon. 9 mois. Alors, 9 mois. Vous avez été donc enlevé par les trafiquants d'enfants, adopté en France. Votre famille adoptive en France ne savait rien de cette histoire. Donc, vous avez passé votre enfance, votre adolescence avec cette quête identitaire qui est tout à fait compréhensible. Vous êtes retourné au Guatemala à l'âge de 26 ou 27 ans, il me semble. 26 ans, oui. 26 ans. Vous y retrouvez quelques informations sur votre personne et sur votre mère biologique qui vous découvrez qu'elle vit aussi en Europe, en Belgique. Vous faites pléthore d'autres découvertes, des révélations folles, et vous avez compris que la jeune femme que vous étiez dans les années 2010, vous alliez devoir courir après votre vérité, en gros. Est-ce que c'est bien résumé? C'est absolument ça, effectivement, puisque j'ai grandi avec l'image d'une mère activiste. C'est ce que nous avait dit l'association qui a réalisé l'adoption. Donc c'est sûr que ça forge une femme de s'imaginer avec une mère activiste qui se bat contre la dictature. Et effectivement, à 26 ans, il a fallu réinventer sa propre histoire, sa propre vérité, et découvrir que cette femme était juste une femme célibataire qui n'avait jamais été activiste, qui ne savait même pas ce que ça voulait dire, et qui par conséquent avait été dupée. C'est de la manipulation mentale, donc, que ce soit du côté de la famille biologique, donc de ma mère biologique et de mes parents adoptifs, effectivement, qui eux, on leur avait servi ça. Et donc, c'est tout à fait plausible puisque c'était un pays qui était en pleine guerre, en guérilla assez sanglante, donc c'était probable. Voilà. Ouais. Bon, d'une certaine manière, on veut croire que cette histoire a forgé votre personnage sur scène, c'est-à-dire l'artiste que vous êtes. On va quand même préciser que votre famille adoptive vous a mis au théâtre à l'âge de 7 ans, donc vous n'êtes pas entré dans l'art à cause de ça, mais j'imagine qu'aujourd'hui ça pompe un peu C'est vrai que ma mère m'a mis au théâtre un petit peu pour se débarrasser de moi, parce que j'étais une enfant un petit peu craintive, qui voulait pas trop quitter ses jupons, donc voilà, et c'est vrai que ça a été une découverte fabuleuse pour moi, le théâtre. C'est là où j'ai compris qu'en fait c'était merveilleux, on pouvait être qui on voulait, et puis on pouvait changer de coupe de cheveux, de maquillage, de vêtements en permanence, et qu'on pouvait porter des choses qu'éventuellement on ne porte pas forcément dans la vie de tous les jours. Ouais. Donc c'était une fulgurance. Il y a un côté décomplexé à être sur scène, c'est ça? Ah oui, puis une passion, une envie, et puis un vrai plaisir de... C'est un peu comme si j'invitais les gens chez moi, et qu'on faisait une grosse fête. Bon, on y découvre dans le livre que vous avez écrit, qui est autobiographique, Le Chant du Bouc, alors paru chez Flammarion en novembre 2019. On y découvre votre identité plurielle. Et c'est cette identité que, moi je qualifie ça un peu comme fragmentée, parce que vous disiez que vous avez une triple identité avec laquelle vous devez jongler. Pourquoi triple identité? Eh bien parce que j'ai été baptisée au Guatemala par ma mère, Angie Maria del Rosario Vega, et sur mes papiers d'identité guatémaltèque, c'était marqué Carmen Maria Vega. Donc moi, à l'âge de 15 ans, quand je découvre le prénom Carmen Maria, et Vega, ça devient un leitmotiv, un besoin qu'on ne m'appelle plus Anaïs Béroujon, qui était le nom de baptême français
français que m'ont donné mes parents. Donc plus personne m'appelle Anaïs. Et on le retrouve plus nulle part. Ah bah non, ils m'horripilent. Donc j'ai bien fait en sorte qu'ils disparaissent. Alors Béroujon, non, parce que c'est le nom de mes parents et que je les aime. Mais effectivement, et puis le vrai nom, Angie Maria, lui, a complètement disparu aussi, puisqu'il a été falsifié. Mais j'aurais pu être en colère après ce prénom Carmen Maria, mais c'était déjà trop tard, si vous voulez. J'avais sorti 2 albums. Et finalement, le prénom Carmen aussi, il me plaît, parce qu'il est le symbole de cet enlèvement. Et ils ont eu tort de me rebaptiser Carmen. C'est un prénom de liberté, c'est un prénom d'une femme libre qui aime croquer la vie. Alors oui, elle a une fin un peu triste chez Bizet et Mérimée, mais moi, c'est devenu moi, quoi, Carmen. Ouais. Bon, j'invite ceux qui nous écoutent à acheter et à lire Le Chant du Bouc, parce que c'est une histoire qui est quand même... Je l'aborde d'une façon plutôt drôlatique, parce que c'est mon tempérament et que j'avais pas du tout envie de faire pleurer dans les chaumières. Non, mais il y a quand même un message, une réalité qu'il faut mettre en avant. Vous disiez que depuis 1983, alors la date exacte, 84 jusqu'à 2013, je crois, au moment où vous avez donné une interview, vous parlez d'environ 8000 enfants qui étaient... oui, il y a eu plus de 8000 vols d'enfants au Guatemala. Dans le sens, c'est pas le chiffre qui compte, mais c'est une réalité qui est quand même palpable. Identité fragmentée, une triple identité qui construit aujourd'hui votre univers un peu complexe. Je sais pas si c'est complexe. On peut le dire, je sais pas, je vais vous demander. Je sais pas si c'est complexe, non. Moi, je crois que l'artiste, il doit être pluridisciplinaire. C'est ça. Moi, au-delà de la comédie musicale, parce que je ne fais pas que de la comédie musicale, j'en ai fait qu'une jusqu'à présent, mais j'aime beaucoup le cabaret, évidemment. C'est un endroit de liberté totale où on peut faire ce qu'on veut, que ce soit en termes de théâtre, de musique, de jeu, de tenue, de changement. C'est cet endroit-là qui me fascine. Et c'est ce qu'est en train de monter notre cher ami Oldelaf ce soir, quelque part, bien sûr. Bon, justement, ce côté pluridisciplinaire, j'ai reçu aujourd'hui Simon Astier, Antonia de Randinger, donc 2 humoristes qui eux savent aussi ce que ça veut dire pluridisciplinaire. Et j'ai l'impression que ce soir, c'est un hommage à la pluridisciplinarité, musique, humour et pas que. Et je pense que Oldelaf, il a les amis qui lui ressemblent, puisque lui aussi, il est partout. C'est un très bon auteur-compositeur, sous couvert de faire des chansons humoristiques. Il écrit hyper bien. Enfin, je veux dire, la tristitude, par exemple, je veux dire la mélodie de la tristitude, c'est sublime si vous le prenez au premier degré. Voilà. Et c'est un très bon auteur, quoi. Et puis c'est un super comédien. Donc il allie tout ça. Il est très bon guitariste, musicien. Enfin, c'est pour ça que nos univers se rencontrent avec des gens comme Simon ou avec Arnaud de Samer et puis Arnaud Joyer, par exemple, entre autres. Bon, alors parlons de Montreux. Vous apparaissez ce soir donc dans le gala Comedian Rhapsody. Comedian Rhapsody aussi, le nom il est bien choisi. On fête demain les 31 ans de la mort de Freddie Mercury. On a sa statue là juste dans le parc à côté. J'ai une photo de fan. Justement. Le rapport à la musique, alors bon, on le connaît bien, vous êtes en plein dedans. Le rapport à Freddie Mercury d'abord, ça m'intéresse. Le rapport à Freddie, c'est mon premier souvenir musical. J'ai 6 ans. Ah, c'est vrai ? Ouais, j'ai 6 ans. Je suis à la montagne avec mes parents et je sais plus de la famille. Et dans le chalet, c'est un chalet, un restaurant, passe Living on My Own, qui est le remix de 1993. Et je le connais par cœur parce qu'à ce moment-là, il est vraiment beaucoup diffusé en radio. Et je le chante sans comprendre ce que je dis, quoi. Et je savais pas que finalement, en fait, il allait vraiment avoir une importance capitale dans la totalité de ma vie artistique, parce que c'était un coup de foudre vocal, parce qu'il a une voix unique, et puis cet homme me fascinait. Et c'est des gens comme lui ou comme David Bowie m'ont fasciné très tôt, parce que il questionnait déjà le genre. Alors Bowie a jamais dit qu'il était vraiment bisexuel, mais en tout cas, Freddie a caché un petit peu au début son homosexualité, et puis voilà, les chiens font pas des chats. Enfin voilà, je me retrouve à être tout le temps avec des hommes qui aiment s'habiller en femme. Et j'adore ça. J'adore ça qu'on travaille sur le genre, parce que même moi, j'ai un malin plaisir à me mettre en drag king s'il le faut. Et donc ce soir, c'est à la fois un honneur, un privilège de le chanter dans cette capitale de l'humour et aussi du jazz. Et moi, Freddie, c'est un de mes phares, ouais. Alors on va continuer sur le volet musical, mais sans sauter du coq à l'âne. Justement, vous parlez cet antre de l'humour ici à Montreux, connu pour son festival de jazz et de comédie. Vous êtes déjà venu au jazz d'ailleurs ? Non, jamais. Jamais, c'est ma première fois. Donc, alors comédie oui, mais le Montreux Jazz, le festival de jazz non plus. Donc c'est la première fois à Montreux de manière. Bon, c'est intéressant justement votre rapport à la musique, parce que
on parle de vous comme une musicienne, vous avez fait beaucoup d'albums, vous avez écrit un livre du coup aussi, et vous voir aujourd'hui sur une scène d'humour quand même, on a l'impression de voir un retour d'une comédie musicale un peu, à la fois un peu improvisée, puis à la fois si écrite aussi, donc je sais Oui, pas c'est comment... très écrit. Enfin, là, je veux dire, il y a un livret de 30 pages, Ouais. c'est très ambitieux et c'est à la hauteur de Hall de Lave, quoi. C'est lui tout ça, hein. Enfin, je veux dire, bien sûr, il nous invite et on participe à l'entourer et à créer ce spectacle avec lui, mais c'est un chef d'orchestre fabuleux, bien sûr. Mais après, voilà, moi je suis comédienne hein, aussi, c'est surtout ça. C'est ça, oui. Ma formation de base, c'est comédienne avant d'être chanteuse. Bon, justement, Hall de Lave vous a invité donc à participer à son gala. Puis je sais que c'est quelqu'un que vous connaissez bien, parce que vous avez notamment partagé avec lui la narration du livre audio L'incroyable histoire de Gaston et Lucie. Je ne sais pas si c'est le seul endroit où vous vous êtes rencontrés. Alors écoutez, j'ai un affreux doute. Il est sur l'incroyable... En tout cas, il y a son nom. Okay. Donc je pensais que c'est là où non, il y a... Non, on s'est pas rencontrés en studio à ce moment-là. Je crois même qu'on s'est même pas croisés à ce moment-là. Ah, c'est vrai non, parce que je... Intéressant. Non, on s'est pas croisés sur cet enregistrement, mais on a dû se croiser après sur les promos. Mais non, après on se connaissait de... comment on s'est rencontrés avec Hall de Lave? C'est une bonne question ça. On a dû faire des coplateaux ensemble, en fait on a beaucoup tourné ensemble et puis il m'avait invité aussi au Sax d'Acher, il fait régulièrement des youpi sessions comme il aime les appeler, ou le chouette chanson show où il invite plein de potes à faire n'importe quoi mais de manière très cadrée et c'est d'ailleurs lors de ce chouette chanson show qu'on avait commencé à faire le Bohemian Rhapsody, mais là cette fois-ci on l'avait fait que piano voix et je faisais tous les instruments et les machins à la voix et pendant que le passage qui est absolument compliqué à faire seul, et déjà même avec juste 4 personnes. Là, on a eu la chance inouïe d'avoir un chœur entier de gens qui vont nous faire les scaramouches et compagnie. Mais là, on faisait les scaramouches derrière, et lui, pendant ce temps-là, expliquait devant, en disant, bon, alors voilà, c'est une chanson que même Freddie Mercury n'a jamais fait en live, car elle est inchantable. Et voilà, donc c'est une espèce de coup de foudre artistique évident, quoi. On est du même moule. Et justement, vous parlez des personnes qui seront ce soir sur scène. Vous avez dit un chœur, donc il y a le groupe de rock d'Hall de Lave. Absolument. Il y a un quatuor à cordes et un ensemble de 12 chanteurs et chanteuses romandes qui sont dirigés d'ailleurs par la chef de chœur Céline Grandjean, qui on connaît bien, qui est super. C'est pas la première fois que vous viviez ça, si? De cette façon. De cette façon-là, après, non, j'ai déjà évidemment vécu des choses où on était même plus sur scène encore. Ouais. Mais moi, j'adore. Enfin, c'est collégial. Et puis, parfois, sur ce genre d'événement, il ne faut pas non plus être focus. Des fois, on ne croise pas les autres artistes parce que ils ont tous une vie intense. Et là, on se croise, on se connaît. Et même ceux qu'on ne connaît pas, on a plaisir à se rencontrer. Donc ça, c'est vraiment beaucoup de joie, quoi. Personne ne reste dans son coin. Bon, parlons un peu de votre actualité. Je me semble que c'est toujours d'actualité. Vous tournez avec un spectacle dansé, chanté et chorégraphié en hommage à Boris Vian. Absolument. Boris Vian qui, on peut le comprendre, était une inspiration grandiose pour vous. Vous tournez, c'est pas méchant ce que je veux dire, vous tournez autour du pot, mais autour de Boris Vian, c'est ça Autour d'une pole, oui, absolument. Je fais de la pole dance, exactement. Parce que pour moi, c'était assez évident. Il y a une chanson qui s'appelle Strip Rock, qui est un effeuillage, que j'avais déjà monté en 2013, mais là, pour les 20 ans de la naissance de Boris Vian, juste avant le Covid, j'avais envie de le remonter d'une autre façon, avec d'autres musiciens, avec une nouvelle scénographie. Et donc, je me suis formée à la pole dance, qui est un sport d'athlète. C'est l'enfer. Ça fait mal. C'est pas du tout agréable. Mais voilà, quand on arrive à faire 2-3 figures, on est content. Et le but était évidemment d'arriver chanter, danser, se déshabiller en même temps que je faisais de la pole. Donc, c'était un beau challenge. Et je vous rassure, personne ne m'a forcé à faire ça, c'est venu de mon cerveau. J'avais pas. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit tu vas faire de la pole, tu vas faire de la pole tout de suite. Ah non, j'ai pas envie. Si, tu vas faire de la pole. Non. Non, mais c'est intéressant parce qu'on n'imaginait pas lier Boris Vian et la pole. Et pourtant si, parce qu'il a quand même, il a grandi n'importe quoi. Il a vécu à Cité-Véron à Pigalle les 10 dernières années de sa vie, je dirais, peut-être les 5 dernières, je sais plus. Et je suis très proche de l'ayant droit, la personne qui gère le patrimoine. Elle n'est pas ayant droit, mais Nicole Berthold qui me donne libre cours absolument à mon imagination et qui comprend évidemment très bien où je veux aller avec ça, parce que il était novateur. Enfin, c'est le premier à avoir écrit quand même des chansons SM, Johnny, pour Magali Noël. Et puis il fallait trouver l'interprète. Magali Noël, elle a fait toutes les chansons les plus osées, quoi. Et faut bien se remettre dans le contexte. On est dans les années 50, quoi. Ouais. C'est au-delà de couillu, quoi. Tout à fait.
Et voilà, moi j'avais envie de cibler ce spectacle-là sur les chansons érotiques, les chansons antimilitaristes et pas forcément les gros singles. Donc les gens qui ont envie de venir écouter la Java des bombes atomiques ou le défilé vont être un petit peu déçus. Vous disiez d'ailleurs à l'égard de Boris Vian, ça a été ma première fenêtre sur la chanson française, ma première fenêtre vers un artiste pluridisciplinaire qui montrait qu'on n'était pas obligé d'être que chanteur, que comédien, que réalisateur ou qu'auteur. Absolument, il était tout ça. Il était tout ça et il faut se dire qu'il a eu une vie extrêmement intense puisqu'il est mort à 39 ans en 1959. Et enfin, je veux dire, il a eu le temps de faire tout ça, de rencontrer un nombre de gens infini, les plus grands. Et oui, bien sûr, il m'a montré le chemin. Et puis c'est aussi une prof qui m'a montré le chemin. Et on rencontre parfois des profs géniaux qui nous font aimer et qui nous font vraiment découvrir les artistes parce que lire uniquement L'écume des jours, c'est vraiment réducteur, même si c'est un super livre. Et elle avait vraiment à cœur de nous faire découvrir le jazzman, le trompettiste, l'auteur, le réalisateur. Et enfin, quand vous avez 15 ans, que vous voyez ça, vous dites mais alors pourquoi on nous dit qu'il faut forcément choisir ? Et c'est pour ça que j'ai passé mon temps à changer d'activité extrascolaire, au grand drame de ma mère. Mais c'était déjà une envie de ne pas rester à un endroit. Ok, j'ai compris. Alors ça, j'aime pas. Ah, ça, j'aime bien. Ah, ça, je vais creuser un sillon. Ça me plaît. Voilà. Bon, vous encouragez aussi les jeunes à redécouvrir justement les auteurs multicasquettes du siècle passé. Bah oui. Dont vous n'êtes pas du siècle passé, mais dont vous aujourd'hui et ceux qui vous ont précédé au siècle passé. Non, mais c'est important. En fait, c'est au-delà du patrimoine, c'est important de se rendre compte qu'il y a des choses qui ont été faites avant. Et avant d'hurler au loup, parfois de regarder ce qui a déjà été fait et de comprendre pourquoi parfois, justement, il faut continuer des combats qui ont déjà été menés. Et donc, que ce soit le féminisme ou l'humanisme, enfin, je veux dire, tous ces combats-là, il ne faut pas qu'ils s'arrêtent de toute façon. Et ils seront malheureusement constants, mais il y a des mecs merveilleux et des femmes merveilleuses qui ont contribué fortement, dont Boris Vian, qui pour moi est un exemple magique d'un homme qui aimait les femmes et qui aimait leur donner la parole. Et quelle parole, quoi. Enfin, voilà, mais tout le monde ne voulait pas chanter du Boris Vian. Vous imaginez, tu vas chanter Strip Rock, c'est une chanson sur le striptease. Et elle a dit oui, bien sûr, évidemment. C'est intéressant en parlant de Boris Vian, parce qu'on a l'impression justement que les choses, les mentalités ont évolué par rapport à l'époque de Boris Vian, et en même temps, ces combats ne sont toujours pas gagnés. Non, et puis ils le seront entre guillemets jamais, parce que il y aura toujours une opposition quelque part, donc il faut en permanence ne pas baisser les bras, mais se dire que ces combats-là ont existé avant. Et qu'il faut qu'on continue à se servir parfois de ce patrimoine-là pour le rappeler. Et puis nous, moi, mon endroit d'artiste féminine, c'est mon féminisme à moi, il est de m'assumer en tant que femme, souvent déshabillée sur scène, et d'aimer ça, et de me créer à la fois et le désir et le rire. Et c'est tout ce que le cabaret me permet de faire, parce qu'on peut tout faire dans le cabaret, il n'y a pas grand-chose qu'on ne peut pas faire dans le cabaret. Tout à fait. Si vous tournez sur vous, voyez ce grand lac. Du coup, c'est la première fois que vous êtes à Montreux. Ouais. Vous attendez quoi de Montreux ce soir ? Écoutez, alors moi, j'attends de Montreux qu'ils soient sur leur derrière et qu'ils prennent une clacasse. On va leur en mettre plein la gueule. Voilà ce que j'ai envie. Du coup, on invite les gens à venir vous voir dans la salle. Je crois que c'est un peu complet, non ? Est-ce que c'est complet, Valérie Etienne ? Je crois que c'est complet. On dira que c'est complet. Et puis, voilà. Si ça l'est pas, on invitera les gens de dernière minute à acheter leurs billets. Exactement. En tout cas, Carmen, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. On vous retrouve sur scène pour le gala Comédienne Rhapsody aux côtés d'Alex Vizorek, Arnaud de Samer, Simon Astier, Maria Dolores, Pascal Vincent. Je ne vais pas tous les faire, il y en a beaucoup. Mais c'est surtout présenté par Rolf Delaf. Merci beaucoup. Merci à vous.